On va tout de suite passer sans plus attendre, on va dire, dans le vif du sujet, avec les mathématiques HEC, ESSEC, ESSEC HEC pour être exact dans l'ordre. Donc des maths assez lourdes, tant en termes de temps que dans la difficulté en tout cas de sujet qui a été posé. Un sujet qui est utilisé pour les trois parisiennes, HEC, l'ESSEC, l'ESCP. Je vous demande, les gars, d'avoir le sujet sous les yeux. On le partage actuellement à l'écran et on va tout de suite plancher sur ce sujet assez technique, assez lourd, avec pas mal, on va dire, de notation préliminaire, donc ce qui est assez classique pour des sujets maths 1, maths 2, et avec directement une partie 1 qui s'oriente sur les transformations de Stein. Qui c'est qui veut amorcer de vous deux l'analyse sur ce sujet? Moi, j'y vais? Non, ouais, Allez, vas-y, Simon. je sais pas. Ouais, effectivement, très très bonne intro, Dorian, merci beaucoup. Sujet costaud, assez topin dans l'esprit. Donc pour ceux qui sont pas familiers avec cet argot de prépa, c'est les prépas maths sup, maths spé. Il y a pas ça dans toutes les prépas, donc c'est pas forcément. Mais ouais, analyse proba, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait il y a quasiment pas d'informatique. Il y a seulement trois questions Carrément. qui sont pas fermées. En fait, dans la globalité, c'est à peu de choses près un sujet de CE. Euh, on a l'impression qu'ils n'ont pas voulu trop se mouiller sur le changement de programme. Donc on a, c'est où ça? C'est dans la partie 4. On a de la convergence sans loi, ce qui est hors programme. Mais sinon, dans le reste, voilà, on est sur de l'analyse. Donc en fait, les questions sont pas ouvertes. Et ça, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, le résultat est donné. Donc, on sait que ça va être plutôt dur. J'ai pas fait le sujet parce que effectivement, comme tu le disais très justement, les notations sont lourdes. Donc en fait, c'est dur de le balayer rapidement parce que on s'y perd. Mais en fait, là, très clairement, les étudiants combatifs seront récompensés parce qu'en fait, fallait aller chercher des questions, quoi. Techniquement, il n'y avait pas tellement d'initiatives. Si on caricature à l'extrême, voilà, théorème central limite et de l'analyse, quoi. Donc voilà. C'était très clairement un autre type d'épreuve que l'EM, où l'EM, là, on était plutôt sur de la vitesse et disons de la rédaction ou de la précision. Là, la différence va se faire ailleurs. Donc voilà, C'est vrai que là, le sujet, pour le coup, autant le pas sujet de, EM, pas de graphe, pas de maths chaîne de appliquée Markov. était quand même assez finissable, on va dire. Et ce qui est étonnant, d'ailleurs, le M est quand même de base assez lourd. Là, pour le coup, c'était assez agréable, on va dire, et pas très lourd aussi d'un point de vue. Euh, euh, j'ai perdu mes mots, pas aussi lourd. Du coup, pardon, que c'est maths parisienne, avec notamment une notation où là, on a quasiment toutes les lettres grecques qui sont présentes. Antoine, toi, quand tu as justement amorcé un petit peu ce sujet, lecture du sujet, qu'est-ce que tu en as pensé à première vue? Bah oui, comme ce qui a été dit, donc bah, moi j'ai trouvé le sujet déjà très 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 long. Enfin, en tout cas, ayant passé l'épreuve de l'année dernière, moi je me souviens que le sujet de l'année dernière était beaucoup moins long, était vraiment insupportable au niveau des notations, tout ce qu'il y avait, etc. Mais c'était beaucoup moins long. Et le fait que le sujet est long, je pense que c'est une bonne chose parce que, donc, comme ce qui a été dit, voilà, ça va favoriser les étudiants qui, quand ils ont découvert le sujet, n'ont pas fait le sujet de façon linéaire, mais ont vraiment pris 2 3 minutes pour regarder le sujet, pour voir s'il y a des questions abordables, quelquefois les entourer, se dire bah, ça, même si j'ai plus de temps à la fin, je les ferai. Et donc voilà, ça va vraiment être assez discriminant entre les élèves et je pense que c'est vraiment le but. Alors voilà, il y a des questions évidemment où on peut être un peu déstabilisé, mais il ne faut pas hésiter dans ce cas-là à sauter les questions simplement, hein. Si au bout de 5 minutes, on est sur une question, un petit bout du sujet qui nous prend trop de temps, on n'y arrive pas, il ne faut pas hésiter à passer, puis en vérifiant que ce n'est pas indépendant les questions les unes par rapport aux autres. Mais voilà, et puis même si on a un petit peu perdu le sujet, si on s'est un petit peu perdu à un moment ou à un autre, eh bien, il y a toujours des questions où voilà, il y a des en déduire, conclure, que voilà, où vraiment on peut essayer de se rapprocher à ce genre de questions si vraiment on est complètement perdu. Par exemple, dans les 30 dernières minutes, potentiellement.
C'est assez clair. Je vous remercie tous les deux pour ces éléments-là. On va balayer du coup partie par partie les principales difficultés qu'on peut identifier. On va se pencher ici du coup sur la partie 1 portant sur la transformation de Stein. Du coup, donc un début qui commence, on va dire, toujours par une petite question. Voilà, on nous met en jambe. C'est la classique parisienne. Et après, directement, on attaque dans le dur avec du coup une intégration par partie. Mais généralement, quand on nous dit qu'il faut procéder par intégration par partie, c'est que c'est quand même relativement complexe et il faut toujours, bien évidemment, se sécuriser sur les bases et on peut être vite surpris par le sujet et faire, on va dire, omission de certains basiques où il faut bien assurer voilà, que si on fait une IPP, il faut vérifier que les fonctions sont de classe C1 sur l'ensemble défini. Donc voilà, il ne faut pas perdre les basiques. Justement, par rapport à cette partie 1, quelles sont les principales difficultés que vous avez tous les deux identifiées? Je m'adresse à toi, Simon, dans un premier temps, et on diffuse le sujet en temps réel directement sur l'écran des candidats. Top. Donc là, tu es sur la page 2. Je suis sur la page 2. Ok, top. Effectivement, des intégrales impropres avec des IPP, faut faire bien attention à justifier. Voilà, enfin, faut faire attention à la rigueur et les candidats sérieux et rigoureux sont récompensés. On justifie la convergence des intégrales, pardon. Partie 1 et 2, en fait, hein, c'est beaucoup d'analyse. Donc, en fait, c'est assez peu varié et d'une certaine manière peu technique. Donc voilà, pour avancer sur la partie 1, peut-être pour descendre du coup Ouais. d'une page, paf paf, qu'est-ce qu'on peut dire ici? 3B, ok, 3A, bon a priori c'est juste de la dérivation. Donc voilà, 3B, on fait tout passer de l'autre côté, combinaison linéaire, donc en fait combinaison linéaire de classe C1. La fonction est C1, donc son intégrale C2. Et en fait, on voit que où est-ce qu'on arrive? On arrive en fin de partie 1 sur étudier les variations, ce qui est absolument pas étonnant parce qu'on a fait de l'analyse jusqu'ici. Donc voilà, assez technique et en fait un sujet où classiquement dans les épreuves de parisienne, on vient tester un peu la résilience des candidats avec des grosses notations qui peuvent faire peur. Mais voilà, on s'accroche parce qu'en fait, les questions sont pas tellement liées entre elles, même si évidemment, dans la compréhension du sujet, c'est tout de suite mieux si on sait où on va et qu'on avance naturellement. C'est ça, c'est exactement ça. Et justement, avant de te passer la main, Antoine, pour avoir justement ton point de vue, ce qui est essentiel de bien faire, en fait, c'est cette lecture du sujet. Et encore plus pour les Parisiennes et pour les maths 2 que vous allez avoir le 2 mai, c'est quelque chose d'hyper important à bien faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, en lisant bien le sujet, et on le voit d'ailleurs sur la copie qu'on partage, c'est que l'étudiant, on voit qu'il a entouré. Donc, on suppose que c'est les questions qu'il a pu réaliser. Et il entoure notamment les questions avec les en déduire. Pourquoi? Parce que il sait très bien que en fait, les questions qui portent sur le en déduire, en fait, je vais me servir des démonstrations ou alors des éléments qui ont été admis précédemment pour directement effectuer la déduction. Et on voit notamment qu'il y a des questions à aller chercher, comme notamment la 4B avec le en déduire, l'inégalité qui est présente, ou encore une fois l'étude de fonction que tu as évoquée à la fin, qui est encore une fois accessible à la portée de tout candidat. Il faut bien arriver à faire les éléments et aussi, encore une fois, voir parfois les liants qu'il y a entre les sujets, notamment sur cette 3C où on a cette conclusion qui est présente et finalement on remarque si on a bien lu ce sujet-là que en fait il y a une notation qui peut être un petit peu similaire entre la 2A et justement les valeurs absolues qui sont présentes et directement la 3C. Donc il y a peut-être des coups à jouer justement quand on arrive à bien analyser ces éléments-là. Par rapport à cette première partie de ton côté, Antoine, quelles sont les principales difficultés que tu as relevées et au contraire les éléments sur lesquels justement les étudiants pourront faire la différence des choses qui sont discriminantes? En fait, oui, déjà, ce que j'ai remarqué en lisant le sujet, c'est que les deux premières parties ont l'air plus simples, en tout cas, que le reste du sujet. Quand on regarde la partie 4, la fin de la partie 4, quand on arrive vers les questions 17, bon, ça a l'air beaucoup moins, enfin, surtout la question 16, la fin de la partie 3 aussi, qui n'a pas l'air très, très gentil, je pense à la question 15. On se dit que le début est quand même, voilà, relativement, même si c'est difficile, c'est relativement agréable. Donc, au début, des questions sur les intégrales,
aussi sur la dérivation. Voilà, c'est des questions qui ne sont pas non plus très Insurmontable. simples. Voilà, mais c'est pas insurmontable pour les candidats qui se sont déjà entraînés sur ce type de sujet. Pareil, quand on regarde le début de la partie 2, moi je vois ça sur un sujet, je me dis génial. Je vois une fonction qui n'a pas l'air trop moche, et puis il y a des questions dessus. Bon, bah ça se fait clairement. Après, voilà, c'est surtout la fin de la partie 2 se complique beaucoup plus avec des calculs qui ont l'air un petit peu plus longs. Je pense notamment à la fin de la question 9 et aussi à la question 10 où vraiment on peut avoir plus de difficultés, mais encore une fois, voilà, le but, c'est pas de faire toutes les questions, et même dans ce genre de sujet très long, si on ne fait pas une énorme partie du sujet, on peut très bien s'en tirer. C'est ça, et ça c'est bien que tu le rappelles justement, encore une fois, inutile de faire 100 du sujet pour avoir 20, encore plus dans les épreuves des maths parisiennes, que ce soit les maths 1 ou les maths 2. Mais justement, là, selon les premiers retours de professeurs qu'on a eu, le 20 qui tournerait aux alentours de 55-60%. Et encore une fois, je pense que c'est un petit peu vu à la hausse au vu de la longueur de ce sujet posé. On va, si vous le voulez bien, aller tout de suite vers la majoration uniforme de la distance de Kolmogorov sur cette partie 2, donc avec une fonction que tu as introduit qui à première vue apparaît relativement simple, donc 1 moins 3t carré plus 2t au cube sur du coup donc l'intervalle 0,1, et après du coup on voit finalement aussi une variable aléatoire apparaître ici qui on va dire saute aux yeux directement avec une loi certaine qui peut découler de ça, en tout cas de la première vue, quand on voit qu'il y a directement un 0 ou un 1 qui peut être utilisé. Donc il y a des choses qui vont arriver aussi dans cette partie-là qui vont être intéressantes. Très peu de Python, mais une question de Python qui est présente dès le début finalement de cette question dès la 7A, mais encore une fois pas une question qui est insurmontable et qui, je pense, a rassuré beaucoup de candidats. En tout cas, un début de partie 2 qui a une allure de maths EM, maths EDEC. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, Simon, Antoine. Oui, je suis plutôt d'accord. Le début, voilà, enfin, par exemple, je vois la 8A qui est par exemple une question qui est enfin, cadeau. Voilà, il y a enfin oui, voilà, le début avait rien de. Voilà, c'est pour ça que ça va peut-être aussi discriminer les élèves qui ont passé les 4 heures sur la première partie en se disant c'est impossible ou qui ont mal regardé les questions du sujet. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours regarder un petit peu ce qui se passe, il n'y a pas des questions à gratter. Et puis là, clairement, voilà, le début de la partie 2 avait rien d'insurmontable pour les candidats qui connaissent bien leur cours et qui ont déjà fait ça plein de fois sur des exercices classiques. T'en penses quoi, toi, Simon, de ton côté? On va justement aller un petit peu plus dans la partie 2 avec notamment la page 5 juste après. Mais au début, justement, cette page 4 au sein de la partie 2, elle t'inspire quoi avant d'aller sur la page 5? Ah, on ne t'entend plus, Simon. Non, toujours pas. Essaye de te reconnecter. Donc Simon qui va se reconnecter. On va justement donc continuer à plancher sur cette analyse du coup de maths appliquées ECE. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires un petit peu ce que vous en avez pensé de ce sujet-là. Globalement, selon les retours des candidats qu'on a eu, un sujet qui est quand même relativement costaud, qui est assez complexe, qui est assez long aussi, de manière assez globale. Donc encore une fois, comme exposé, le 20 sera accessible aux alentours de 55-60% du sujet à peu près. Donc il faut se rassurer aussi par rapport à ça avant d'attaquer les maths 2. Et justement, on était sur ce début de partie 2 avec derrière, donc si on avance un petit peu dans la chose, il y a Simon qui est en train de revenir et qu'on est en train de reconnecter, qui sera là dans quelques secondes. Simon, est-ce que tu peux parler? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait. Du coup, je te laisse reprendre où tu en étais. Alors, oui, donc je disais que dans la partie 2, pour reprendre rapidement, on voit des choses qu'on reconnaît quand on s'est entraîné sur des sujets de parisienne. La fonction h de x, on reconnaît une fonction indicatrice déguisée. Et question 6, également, en fait, un variable aléatoire de Bernoulli. Donc, on a l'espérance, Bernoulli, la je dis ça proba. direct. Et donc, en fait, on a la proba de l'événement, soit ce qu'on recherche après. Voilà. Et après, question de Python pour voir
faire un premier tri, disons. Donc, vraiment une question de Python plutôt simple, mais vraiment pour tester les candidats et leur lucidité à ce moment-là du sujet, ce qui n'est pas forcément toujours évident, mais disons que là, il n'y a vraiment pas de difficulté. Et la B, le script sur le graphe de gamma, voilà, faut utiliser Pyplot, si je dis pas de bêtises. Pareil, normalement, une question que les candidats sérieux font en Python sans problème. Mais voilà. Et après, je ne sais pas où est-ce que enfin, Question 8. perdu. Non, ouais, je ne sais pas où est-ce que vous étiez allé, mais et question 8, études de fonction, hein, pas de difficulté particulière. Après, encore une fois, voilà, j'ai pas fait les questions non plus parce qu'il y a beaucoup de notations et que ça pour vraiment pouvoir dire ce qu'il faut faire, mais études de fonction, donc normalement, c'est pas trop des nouvelles notions ou des notions sur lesquelles les candidats ont particulièrement des difficultés. On avance justement dans cette partie 2 avec cette page 5 qui commence un petit peu à se corser. Là, c'est vrai, juste avant, on avait des éléments qu'on connaît, justement, loi de Bernoulli que tu as évoqué, des questions Python qui sont accessibles pour les candidats sérieux, une étude de fonction qui n'est pas trop complexe à première vue si on est bien concentré et pas de difficulté principale. Mais là, ça y est, on rentre et on voit que c'est un sujet parisien et non un sujet EDEC-OM dès la question 9 avec une notation pour le coup qui commence à être très lourde. Et justement une loi qu'il faut aussi identifier. Donc là, ça va être un petit peu plus complexe sur cette partie-là, une notation qui est plus lourde et qui forcément va être une partie qui sera plus discriminante, qui va écrémer plus de candidats et où justement c'est là où on doit bosser pour aller chercher son 20 ou du moins sa top note en parisienne. Est-ce qu'il y a des éléments à première vue que vous identifiez comme étant, on va dire, accessibles dès que vous êtes devant ce sujet-là, directement vers quelles questions vous portez plus classiquement, Antoine, pour commencer? Oui, alors donc là, alors ça mériterait donc plus de vraiment de se mettre complètement dedans et de faire aussi le lien potentiellement avec ce qu'il peut y avoir avant. Mais la 9A de prime abord a l'air, avec la notation qui est introduite, a l'air plus accessible. La 9B a l'air un petit peu embêtante, mais après, voilà, je pense que on a aussi une déduction pour la 9D. Donc, ça peut potentiellement se faire en utilisant donc l'indication de la question 9D. Après, voilà, la 10, ça a l'air assez long. Il faut réétudier une fonction. Donc, ça a l'air plus compliqué. Voilà, mais pas d'inquiétude parce que donc on nous dit, donc je crois que le R2 qui est écrit dans la question 10 signifie qu'on va réutiliser une égalité plus tard. Donc dans tous les cas, c'est des questions on va pouvoir s'en inspirer même si on ne les a pas réalisées pour les autres parties potentiellement. Et justement, je m'adresse à toi, Simon, par rapport à ça. Quand on voit des questions qui sont très lourdes et qui sont longues à traiter comme ça, est-ce que finalement c'est rentable de traiter des questions où en fait on va prendre énormément de temps pour arriver à la réponse finalement d'une seule question? Est-ce que c'est quelque chose qui est rentable de faire pour les maths parisiennes et les maths 2? Alors oui, puisque si la question est longue et difficile, ou en tout cas réputée comme difficile, évidemment qu'elle sera mieux payée, si vous me permettez ce tableau de langage, alors qu'une question triviale, si elle est à la fin, elle sera peut-être mieux payée, mais au début, évidemment que les questions triviales sont pas discriminantes, donc il y a moins de points qui sont attribués. De manière générale, l'idée de l'épreuve, c'est quand même de vous noter, plus vous avez fait de choses, et de fait, plus vous avez fait de choses difficiles, meilleure sera votre note, tout en les ayant fait de manière correcte. Je reviens peut-être juste sur la manière dont tu as introduit cette page. L'idée, c'est absolument pas de dire que ce sujet est facile, hein. Le sujet est dur parce qu'il y a beaucoup de notations. C'est plus facile en fait en repérant, disons, les techniques ou en analysant ça de haut, de voir que techniquement, en fait, c'est pas très diversifié donc on peut se permettre de dire voilà, bon, ça va aller faire une égalité d'accroissement fini, une IPP ou le théorème de l'expérience. Voilà, pour ceux qui regardent, même si si vous avez raté l'épreuve de maths, j'espère que vous n'êtes pas en train de regarder ce live et de vous morfondre sur les questions qu'on commente. Ouais, voilà, petit aparté là-dessus. Mais sinon, pour revenir sur la fin,
Effectivement, moi, la 9, 9-10, on reconnaît des choses, théorème d'expérience, comme je viens de le dire à l'instant. Et effectivement, 10 assez costaud, mais voilà, faut s'accrocher. Et très clairement, pour me répéter, la résilience, c'est vraiment ça a l'air d'être le point central de ce sujet, quoi. Carrément. Et justement, une question qui nous est posée par Foul dans le chat. Vous pensez que le vin se situe à quel pourcentage du sujet? Moyenne haute, en tout cas, qui nous a été transmise par les professeurs, correcteurs, en tout cas, c'est environ 55-60%. Peut-être que ça descendra aux alentours de 50%, mais en tout cas, on va dire 60% pour s'assurer, 55% pour être quasi certain, à voir comment ça va évoluer aussi par rapport derrière aux corrections. Mais si tu as fait une grosse moitié du sujet, quasi juste, du coup, tu pourras très bien t'en sortir et ça sera bien payé. On s'oriente tout de suite vers la partie 3 qui commence, ça y est, à se corser. On rentre ici du coup dans l'estimation d'une densité. C'est l'intitulé de cette partie 3 qui donc commence par une introduction des divers éléments de diverses notations et on arrive sur une question, elles se font rares, mais une question d'informatique avant de directement passer sur de la notation beaucoup plus complexe, je dirais, beaucoup plus lourde du moins. Donc pareil, encore une fois, et c'est tout l'enjeu de ces sujets-là, c'est d'arriver à faire l'abstraction finalement de l'abstraction, d'arriver à faire abstraction de tout ça en essayant de se recaler finalement sur des concepts classiques et en essayant d'identifier aussi des éléments qui peuvent finalement paraître plus classiques. Et après, encore une fois, c'est de la notation, donc très complexe, on l'entend et on est passé par là, mais c'est bizarre comme on nous le dit dans le chat. Bah oui, c'est bizarre, c'est ça les maths des Parisiennes. Pour introduire du coup cette page 6, Antoine, je te laisse y aller, non pas sur la partie Python, mais derrière sur les autres éléments qui le composent avec la loi binomiale, notamment en question 12. Alors oui, Dorian, donc voilà, donc là, ça va commencer à se corser un petit peu à cet endroit-là du sujet. La question 12 semble potentiellement, en tout cas le début, plus abordable que le reste. Ensuite, quand on voit ça, si on arrive à voir un petit peu ce que vaut la variance de Fn, on peut potentiellement s'en sortir sur la 13b. Après, il y a des questions sur le développement limité, ce qui tombait en tout cas relativement peu en ECE, même dans les parisiennes. Et qui là pourrait avoir, parce que comme on a une fonction HN carré, ça aurait pu potentiellement déstabiliser certains candidats. Mais voilà, on remarque que la 14b, le début en tout cas, se déduit assez immédiatement de la question 14a. Donc même si on n'a pas fait la 14a, voilà, pas de souci. Et après, on a là, c'est le FN. C'est FN tilde, je crois, voilà, qui, avec une expression assez lourde, des calculs de limites. Enfin bref, voilà. Donc même si on n'a pas traité. Et puis à la fin de la partie 3, en plus, qui est vraiment, vraiment moche. Enfin, je pense qu'il y a presque personne euh, qui va avoir abordé ce genre de questions-là. Et donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter si on a un petit peu survolé cette partie-là, surtout la fin. Voilà. Mais les candidats, voilà, si on s'est accroché, qu'on a vu quelquefois, qu'on a traité quelques questions, pas tout évidemment, on pourra voilà, s'en sortir avec une note très convenable. Par exemple, pour un exemple concret, moi l'année dernière, au maths 1, je pensais vraiment avoir rien fait du tout. Et puis comme c'est dur pour tout le monde et que quand on ne fait rien, personne ne fait rien, voilà, on peut s'en sortir si on est vraiment combatif pendant l'épreuve. Voilà. C'est très cool, très clair pour ça. Simon, de ton côté, t'en penses quoi un petit peu par rapport à cette partie 3? Sur la partie 3, de manière macro, ce que je trouve assez étonnant, c'est que, comme je le disais en introduction, on a l'impression qu'ils n'ont pas tenu compte de la réforme plus que ça, donc ce qui est un avantage pour les cubes, mais même par voie de conséquence un désavantage pour le reste, parce que c'est pas vraiment l'optique du nouveau programme. On a des estimations, en tout cas ce qui a l'air d'estimation, j'ai pas fait les questions, hein, mais ça a l'air d'être de l'estimation, donc c'est pas vraiment l'esprit de la réforme, voilà. Et après, sur quelques questions, effectivement, il y a des questions dures, questions de Python. Là, on va voir qui a fait du Panda et qui en a pas fait. Et à partir de la question 12 et après, enfin 13, là on sent que
On sent que ça envoie, ouais. Non, mais c'est assez cool. Un étudiant qui nous a dit, moi quand je suis tombé du coup sur la question 15, j'ai directement identifié un bien-aimé Tchebychev. Alors on va aller voir ça et on va justement regarder cet élément-là. À première vue, on n'a pas planché sur le sujet encore une fois, donc disclaimer par rapport à ça, mais à première vue, il peut y avoir, je pense, une base de Tchebychev. En tout cas, dans la notation, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, attends, Simon, t'entends pas, je crois. J'ai qu'une seule fenêtre, donc C'est bon. je vous vois plus. Ouais, pareil que Dorian. J'ai pas fait la question, mais ouais. Sur Bien-Aimé Tchebychev, alors, comme ça, la question 15 ne l'évoque pas. Après, potentiellement, après un passage à la limite, ça peut venir, mais je vois pas de. Comment dire? Donc, la formule de Bien-Aimé Tchebychev, c'est aussi avec un epsilon de mémoire, donc, et là, je le vois pas. Pour la question 15, comme ça, voilà. Ok pour ça. On va s'orienter du coup tout de suite vers la sélection est naturelle pour les maths parisiennes, on nous dit en commentaire. On n'est pas venu ici pour souffrir. Et ben c'est marrant parce que c'est exactement une référence qu'on avait mis dans notre micro-trottoir. Une partie 4. Donc là, on va aller dans le dur. Et là, ça va être très, très complexe pour tout le monde et notamment aussi pour ceux qui n'ont pas réussi à aller ici. Donc là, on a clairement une notation qui est extrêmement lourde, quelque chose qui est beaucoup plus complexe et voilà, qui sera traité clairement par la minorité des candidats. De toute façon, c'est les fins de sujet qui sont toujours hyper complexes. Ici, en plus de ça, on parle d'une convergence en loi, comme tu l'évoquais, Simon. C'est quelque chose qui est pas très commun et qui est un petit peu finalement à la limite de ce qu'on peut connaître initialement, en tout cas posé de cette manière-là. Du coup, à première vue de ton côté, comment tu vois un petit peu cette chose-là? Est-ce que tu vois des éléments qui peuvent être un petit peu faciles à ressortir? Et l'étudiant qui nous dit, ouais, j'ai identifié le en déduire en 16C, mais pour le coup, très, très, très complexe d'arriver à un bon résultat. Oui, bah on peut identifier. Attends, je me remets sur le truc. Un étudiant qui nous dit aussi, j'ai pas vraiment touché à la partie 4. Bah, on va te rassurer parce qu'encore une fois, il y a, je pense, la minorité des candidats qui vont le faire, donc pas de stress par rapport à ça. Et de ce que tu nous as dit en plus de ça, tu es, un bon candidat et tu as fait la majorité du sujet. Donc si tu as tout fait bon jusqu'à présent, tu peux bien t'en sortir. Oui, très clairement, il y avait des questions identifiables à l'avance, mais encore pas tellement, parce que voilà, des questions type la 17A, c'est assez clairement une ligne de calcul, quoi, donc ça se fait plutôt simplement. La convergence en loi, en fait, le sujet peut être familier parce qu'ils l'ont déjà posé à l'ESSEC. J'ai cherché tout à l'heure, je crois que je les avais trouvés sur 2012. Donc les bons candidats qui se sont entraînés sur les annales en remontant un peu. Donc c'est pas le même sujet hein, du tout, évidemment, mais disons. Ouais, non, Simon t'a coupé. Ah, pardon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Nickel. Si vous avez fait l'anal et deux, pris les 3-4 minutes au début du sujet pour le balayer et trois, repérer qu'il y avait la similitude, vous êtes avantagé. Mais bon, c'est pas là-dessus que ça va jouer. Hein. C'est sur vos centaines d'heures de maths avant et de recul. Mais voilà, ce que je peux dire sur cette partie 4. On va arriver, on va avancer sur les 2 dernières pages, justement, où là, pour le coup, c'est encore une fois très lourd, très complexe. Il y a des éléments à aller chercher, à aller piocher. Là, Antoine, je te vois justement en train de regarder. Qu'est-ce qui, toi, à première vue, notamment sur ces pages 8 et 9, te paraissent abordables? Qu'est-ce qu'on peut aller essayer d'aller piocher pour montrer au correcteur, encore une fois, qu'on se bat, qu'on essaye de montrer des choses, de prouver des choses, parce qu'encore une fois, c'est aussi un concours. Il ne faut pas l'oublier et il faut essayer de montrer le maximum de choses et notamment sur les questions les plus complexes et les plus triviales. T'en penses quoi, Antoine? Oui, alors, oui, sur les 2 dernières pages, pas grand-chose. Hein.
concrètement. Voilà, j'aurais plus mis l'accent sur le début de la partie 4 avec, voilà, dans la question 16, il y avait des questions qui se faisaient très simplement, en fait. La question 17 aussi, il y a des choses qui se faisaient. Après, la 18, ça a l'air moins joli déjà. Potentiellement, la 18B qui se faisait. Donc, on voit en déduire que SN converge, on voit vers N. Euh, voilà, par exemple, la 19A elle a l'air plus abordable aussi. La 19C aussi, potentiellement, je pense qu'on va utiliser potentiellement un théorème limite central. Ça dépend de la loi de N. Mais bref, donc en fait, il y a des questions par-ci par-là qui semblent, voilà, même la 20B qui a l'air, voilà, moins difficile. C'est un calcul de limite, ça a l'air d'aller. Après, voilà, c'est que du. Il faut vraiment se plonger dedans pour voir vraiment les tenants et les aboutissants dans tel sujet, puisque quelquefois, des questions semblent simples et ne le sont pas du tout. Mais au moins, essayer les questions qui ont l'air plus abordables, je pense que c'est ce qui est plus rentable. T'en penses quoi, Simon, toi, par rapport à ça aussi, notamment dans l'optique de donner quelques billes pour les étudiants qui vont préparer les maths parisiennes, du moins, enfin les maths 2, pardon, maths et sec 2 qui vont arriver très prochainement. Alors, je t'ai complètement perdu dans ta question. Je ne sais pas si vous me voyez. Moi, l'écran est devenu carrément tout noir. Si, c'est bon, nickel. Ok, du coup, je suis désolé, j'ai entendu le début de la question. T'inquiète. Non, ce que je disais en gros, globalement, c'est par rapport, donc en complément à ce que disait Antoine, justement, à aller essayer de piocher un petit peu dans les top questions. Et justement, ce que je disais, c'est même s'il y a de la notation un petit peu complexe, un petit peu dure, comment on va dire, on peut accompagner, conseiller les candidats par rapport, qui ont composé sur ce sujet-là de maths parisiennes par rapport aux maths 2, quels ajustements on peut faire par rapport à ce qu'on a peut-être mal fait sur ce sujet de maths parisiennes. Bah oui, très clairement, pour répéter ce qu'on vient de dire, capacité en fait, là, sur ce sujet, ça va jouer sur capacité à repérer les questions faciles. Il y en a. Donc en fait, il y a aussi des questions abstraites et quasiment inabordables pour la majorité des candidats, mais en fait, ça va jouer sur est-ce que je suis capable de reconnaître, de repérer quelques questions, ça vaut le coup que j'aille au moins un peu me casser les dents dessus. Ici, de manière très ponctuelle, c'était étude de fonction et aisance avec les inégalités. Je pense que le Python, il y en a peu là, et c'est assez étonnant, comme je le disais en intro, mais qui sera très bien payé. Parce que même ça va dans le sens de la réforme, et ils vont, à mon avis, le récompenser pour ceux qui le font. Et voilà, ils donnent une difficulté, voilà, ça sera dans les rapports du jury. Potentiellement, attention pour le maths 2, parce qu'il peut y avoir de fait un maths 2 beaucoup plus conséquent en Python. Là, franchement, je pense que les profs de maths et les candidats sont sûrement assez surpris de la faiblesse du Python. Et voilà, et après, c'est évidemment, on est sur un sujet de parisienne, donc c'est la capacité d'abstraction qui va départager ceux qui ont su prendre les points les plus accessibles, mais pour aller vraiment sur des notes qui vous permettent d'avoir de l'avance et d'intégrer l'école que vous souhaitez sans difficulté. Là, va falloir faut s'accrocher, et on n'est plus sur juste de la niaque, on est sur de la capacité d'abstraction, ce qui est intéressant sur ce format d'épreuve. C'est très clair. Un mot, Antoine, de ton côté pour conclure ce sujet de maths parisienne, et dans l'optique aussi d'accompagner, d'aider les étudiants vers les 2 dernières épreuves de maths qui restent, pour rappel, les maths 2 pour les ECG, les maths TEDEC également pour les ECG. Du côté ECT, il reste les maths TBSB et également le reste du concours BCE, encore 5 jours d'épreuves pour les étudiants. Alors oui, Dorian, en fait, donc comme ce que disait Simon, voilà, c'est ça, c'est aussi quelquefois pour avoir une bonne note en maths, c'est pas que des maths, c'est aussi du mental. C'est aussi est-ce qu'on arrive devant le sujet avec une stratégie. Donc moi, ce que je conseille vraiment, c'est pour les autres épreuves, c'est que si on a eu des difficultés sur ce sujet-là, il faut en fait atteindre sa note maximale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive dans la salle et on sait faire un nombre de questions. Je sais pas, on sait faire 70% du sujet. En fait, toutes les questions qu'on sait faire, elles doivent être toutes les questions qu'on sait faire, qu'on sait résoudre. On doit pouvoir avoir le temps de les écrire sur la copie. Voilà, il faut vraiment pas se dire que oh non, il y avait une question simple,
étude de dérivée qui est très très simple que j'ai pas faite, donc je vais pas avoir moins de points que les autres candidats. Il faut vraiment essayer d'éviter ça et que toutes les questions abordables, toutes les questions auxquelles on a le niveau de les faire, eh bien, il faut les faire, il faut qu'elles soient sur la copie bien rédigée, etc. Quitte à passer quelquefois certaines parties pour éviter de perdre du temps inutilement et de perdre plein de temps pour répondre à peu de questions. Voilà. Et justement, un élément qui est hyper important là-dessus, c'est vraiment essayer d'exploiter au maximum le temps qui est mis à disposition. Il n'y a pas de stats, mais en tout cas, on l'a vécu pour être ex-préparationnaire. On voit que les épreuves de maths parisiennes ou de maths 2, en fait, c'est les épreuves où les salles sont vides le plus rapidement, j'ai envie de dire. En tout cas, c'était mon cas dans mon centre d'examen. Et justement, l'enjeu principal, c'est d'essayer de se battre parce qu'en fait, les questions sont hyper bien rémunérées, étant donné que c'est très complexe. En fait, plus on avance dans le sujet, plus on va réussir à se battre justement avec ça. Et une dernière question qui nous est posée dans le chat, je m'adresse à toi, Simon, parce que la question t'est directement adressée. Simon, quelle est l'essence des maths 2, finalement? C'est une question philosophique un peu. Et l'essence de la vie. Au plus. Franchement, il n'y a pas de bonne réponse. Certains pourront vous dire, alors les maths 2, c'est des probas ou autres. Franchement, c'est la même épreuve au sens où c'est la même matière. Ouais, franchement, j'ai pas envie de donner une réponse qui serait fausse de fait, donc je vais pas en donner. Je suis désolé pour je vois pas moi le chat, donc je sais pas qui a posé cette question très belle, hein, mais bravo, mais je vais malheureusement pas te donner la clé pour, pour réussir en maths 2. Ça tu l'as dans le rondi à la limite, mais ouais, c'est dans le programme, hein. Merci beaucoup Simon, merci beaucoup Antoine en tout cas pour cette heure 30 de live, pas 7h30 mais 7,30 de live. C'était génial, on a beaucoup d'étudiants qui sont passés, merci à tous en tout cas d'être là, nous on reste là pour vous. Un grand merci à Antoine pour tout ce qu'il fait durant la période, que ce soit en culture générale ou en mathématiques. Merci à Simon, cofondateur de la prépa Wade, pour sa présence également et pour tout ce qu'il fait envers les étudiants. Merci à tous les deux les gars. Passez une excellente soirée. Bon courage à tous les préparationnaires. Demain, une grosse journée d'épreuves qui va avoir lieu. Après, vous allez avoir 3 jours de break avant les 2 derniers jours. Donc, donnez-vous à fond parce que demain, c'est des épreuves qui vont être quand même très importantes. Et on se retrouve très vite sur Mister Prépa. Merci beaucoup Antoine. Merci beaucoup Simon. Salut Dorian, merci.